Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, c'est comme vous voulez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gravité Zéro. Nous avons vu il n'y a pas si longtemps comment notre système solaire s'était créé. Et il y a une chose à savoir, c'est que nous sommes loin d'être un cas isolé dans l'univers. Combien d'autres mondes ont eu l'occasion de se former à la suite de ce petit bang d'expansion qui a donné naissance à cet espace immense 100, 200, 1 million, 1 milliard? À quoi pourraient ressembler ces mondes? Pourraient-ils abriter la vie? Et surtout, comment les détecter? Penchons-nous un peu sur ces questions pour y voir un peu plus clair. Prenons en compte seulement la Voie lactée pour commencer. À elle seule, notre galaxie rassemble entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Nos méthodes de détection nous ont permis, jusqu'à aujourd'hui, de découvrir des exoplanètes orbitant autour de leur étoile dans un rayon de 400 années-lumière autour de nous. Le 1er février 2021, le nombre d'exoplanètes confirmés s'élevait au nombre de 4414, dans 3257 systèmes planétaires, et plus quelques milliers en attente de confirmation aujourd'hui. Les premières d'entre elles furent découvertes en 1990 par Alexander Wolfstan, autour d'un pulsar. En 1995, les astronomes et astrophysiciens suisses Michel Mayor et Didier Queloz annonçaient la première découverte d'exoplanètes orbitant autour d'une étoile similaire à la nôtre. À partir de ces données, on estime le nombre de planètes présentes dans notre galaxie seulement à plus de 100 milliards. Jusqu'à récemment, nous prédisions le nombre de galaxies observables autour de 100 ou 200 milliards. Cependant, ce nombre aurait été sous-estimé. Car en effet, grâce au télescope spatial Hubble et aux travaux de l'astrophysicien Christopher Contzelis, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas 200, mais 2000 milliards de galaxies qui sont observables dans notre univers. Si on considère que chaque galaxie observable compte en moyenne 100 milliards d'étoiles, on se rend compte, grâce à un petit calcul rapide, que c'est 200 000 milliards de planètes qui pourraient se trouver là, au-dessus de nos têtes, autant que sous nos pieds. Tiens, c'est vrai ça. Comment détecter une planète orbitant à plusieurs années-lumière de nous, autour d'une étoile beaucoup trop lumineuse pour nous laisser entrevoir son voisinage et significativement beaucoup plus grande? Il existe en réalité plusieurs méthodes. Ici, je vais vous détailler les trois principales. La première d'entre elles, c'est la méthode par vitesse radiale. Alors oui, d'accord, ce mot ressemble à un gros mot. Mais tout corps céleste possède une masse. Ok. Nous, par exemple, la Terre, nous orbitons autour du Soleil parce qu'il nous attire, en gros. Mais il se trouve que nous attirons aussi le Soleil. Ainsi, nous ne tournons pas autour de son centre, mais autour d'un point d'équilibre gravitationnel entre sa masse et la nôtre. De ce fait, le Soleil tourne lui aussi autour de ce point. Il se trouve que la masse de la Terre est bien plus petite que celle du système solaire. En gros, s'il n'y avait que nous dans le système solaire avec le Soleil, cet effet ne serait pas très visible sur le mouvement global de l'étoile. En revanche, si nous prenions le cas de Jupiter, qui possède une masse bien plus importante que celle de la Terre, l'effet gravitationnel sur le Soleil serait beaucoup plus important. En somme, le Soleil bouge à cause des planètes qui l'abritent. Maintenant, prenons le cas d'une étoile. En l'observant sur une période de temps plus ou moins significative, nous pouvons analyser la composition de sa lumière grâce à un instrument, un spectromètre, en faisant apparaître son spectre lumineux. C'est l'équivalent de sa carte d'identité, sa signature. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce spectre? Eh bien, il se trouve que grâce à l'effet Doppler, mais si, vous savez, le phénomène qui fait que quand une ambulance s'approche de vous, son son sera plus aigu, et quand elle s'éloigne, son son sera plus grave. Grâce à l'effet Doppler donc, si le spectre lumineux de l'étoile se déplace vers le rouge, alors elle s'éloigne de nous, et s'il se déplace vers le bleu, elle se rapproche. Si au fur et à mesure du temps, on se rend compte que l'étoile se rapproche et s'éloigne de nous successivement, on en conclut que quelque chose lui tourne autour, potentiellement une ou des planètes. Maintenant, la méthode par transit. Cette méthode pourrait plus ou moins se résumer à ça. De la même manière que la Lune nous cache la lumière du Soleil pendant une éclipse solaire, cette méthode des transits utilise ce même phénomène d'éclipse. Mais cette fois, c'est l'exoplanète qui nous cachera la lumière de son étoile en passant entre elle et nous. Bon, je vous avoue, c'est pas aussi simple qu'une éclipse. Je vous explique. On braque le télescope sur une étoile, on la prend plusieurs fois en photo, attention,
avec les mêmes temps de pause, les mêmes réglages, tout ça. Et en analysant les photos, on en détermine la courbe de luminosité de l'étoile pendant cette période de temps. Si sur cette courbe, on observe une diminution de la lumière, un plateau bas, et une réaugmentation de celle-ci, on en déduit que potentiellement quelque chose lui est passé devant, une planète. Et maintenant, la méthode par imagerie directe, tout simplement une photo. Bon, ok, en utilisant une optique très adaptée pour ce genre de sujet, et en utilisant un système de coronographie nous permettant de masquer l'étoile pour observer ce qui se trouve autour. Par la suite, un gros travail de traitement d'image est nécessaire pour espérer voir ce que nous cherchons, une ou des planètes. Mais cette fois, seuls de très gros télescopes terrestres ou spatiaux sont assez précis pour utiliser ce genre de méthode. Parmi toutes ces exoplanètes, dans le lot, il doit bien y en avoir une ou deux habitables, ou même habitées. Il faut savoir que, en général, ces exoplanètes se divisent en plusieurs groupes. Déjà, gazeuses et telluriques. Les gazeuses se divisent encore en deux groupes, les joviennes et les neptuniennes. Les joviennes, à l'image de Jupiter, sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium. Les neptuniennes sont quant à elles principalement composées d'eau, de méthane et ou d'ammoniac. Pour les planètes telluriques, celles dont la masse est comprise entre 1 et 10 fois la masse terrestre sont qualifiées de super-Terre. Selon les connaissances que nous avons aujourd'hui sur la vie, l'une des notions nécessaires à l'habitabilité d'une planète sera sa distance à son étoile. Si elle est trop proche, elle sera trop chaude, si elle est trop loin, elle sera trop froide. Le paramètre intéressé par cette notion de distance est le fait de pouvoir trouver de l'eau à l'état liquide, car encore une fois, selon nos connaissances, c'est le point le plus important au développement de la vie. Un paramètre aussi très important, c'est la présence ou non d'une atmosphère. Même si une vie pourrait se développer au fin fond d'un océan sur une planète recouverte d'une épaisse couche de glace, une atmosphère pourrait favoriser la diversité de cette vie et offrirait une protection contre les ultraviolets et autres radiations envoyées par l'étoile, et ça constituerait aussi un climat ou un environnement potentiellement respirable selon sa composition. Vénus, par exemple, possède une atmosphère composée à 96,5% de CO2, rendant sa surface complètement inhabitable aux formes de vie terrestres. Alors que la Terre possède une atmosphère se composant à 78% de diazote et 21% de dioxygène. Patience, patience. J'ai l'impression de sentir vos passions d'exobiologiste déjà se réveiller, mais la majorité des planètes que nous connaissons aujourd'hui sont des joviennes, donc des géantes gazeuses. Notamment parce qu'elles sont plus grosses, donc plus faciles à détecter pour nos méthodes actuelles. Selon une équipe de chercheurs, sur 4500 exoplanètes analysées, environ 24 pourraient présenter de bonnes conditions pour la formation et le développement de la vie, et une sur ces 24 pourrait même être qualifiée de super habitable. Autrement dit, elle présenterait de meilleures conditions à la vie que notre chère planète bleue. Comme vous pourrez le voir, le nombre d'exoplanètes ne cessera d'augmenter à l'avenir, et je suis sûr qu'une multitude de mondes attendent de nous faire découvrir leurs caractéristiques. Sachez aussi que certaines de ces méthodes sont accessibles au commun des mortels, comme nous. Je ne suis pas astrophysicien de profession, pourtant j'ai déjà utilisé la méthode des transits pour participer à la confirmation d'exoplanètes. J'aimerais aussi vous rappeler que nous sommes loin, très loin de tout connaître sur les conditions nécessaires à la vie et les différentes formes qu'elle peut prendre. Un grand nombre d'idées reçues, aidées par la pop culture, ont restreint notre imagination de la vie aux petits hommes verts, nous observant dans leur soucoupe et allant se cracher du côté de Roswell. Mais sachez qu'une trace d'activité bactérienne serait la forme la plus probablement trouvable dans un avenir proche ou éloigné. Et enfin, je ne sais pas si j'aimerais qu'on découvre une forme de vie alien super intelligente, mais en attendant, faites au moins attention à ce que vous voyez et à ce que vous entendez. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura aidé à planifier la destination de vos prochaines vacances. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Gravité Zéro.